Otep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons parler ce soir du panafricanisme, mais plus précisément de l'intégration commerciale africaine. Nous ne pouvons pas parler du panafricanisme sans toutefois mettre un accent particulier sur l'intégration commerciale. Le panafricanisme est un mouvement de résistance politique, économique et sociale des Africains du continent ainsi que ceux de la diaspora, ayant pour objectif de restaurer les droits et dignités du peuple noir à travers l'unification et la défense des intérêts africains. C'est un mouvement universel ayant pour seul objectif de protéger et défendre les intérêts de l'Afrique en la faisant parler d'une seule voix. Il cherche à unifier les Africains d'Afrique et ceux de la diaspora en une communauté globale et qui appelle à l'unité politique de l'Afrique. Le panafricanisme vise à restaurer la dignité des Africains, qu'ils soient de la diaspora ou encore sur la terre-mère. Et donc, le panafricanisme ne peut pas atteindre son objectif sans toutefois faire de l'Afrique une puissance économique très forte. C'est pourquoi l'intégration commerciale africaine est d'une importance capitale pour ce qui est du combat panafricain. Alors, quand vous lisez un peu Cheikh Anta Diop par exemple, quand vous lisez Nkrumah par exemple, les deux ont écrit des ouvrages pour dresser des plans d'intégration commerciale et économique africaine très clairs. Et certains chefs d'État africains lisent même ces ouvrages avant de devenir président. Mais comme vous savez, moi j'ai toujours pointé du doigt un problème que les chefs d'État africains ont en commun. C'est-à-dire le fait d'intégrer des cercles mystiques, ce que vous appelez Rose-Croix, francs-maçons. C'est en réalité ça aussi qui détruit l'Afrique. Parce que nous avons des citoyens comme nous qui connaissent bien les problèmes africains, qui ont accès aux mêmes livres que nous lisons. Mais demain, quand ils deviennent présidents, ils oublient tout ça. Ils oublient même leur programme politique pour implémenter d'autres choses qui vont totalement à l'encontre du développement de l'Afrique et aux besoins réels des citoyens. C'est parce que, une fois président, ou même avant de devenir président, ils entrent dans des cercles mystérieux et après, ils roulent selon le vouloir de ce cercle. Et c'est en ce moment qu'ils travaillent, mais contre l'intérêt du peuple et de l'Afrique. Alors revenons à l'intégration commerciale africaine. L'intégration commerciale africaine consiste à définir sur le plan continental d'abord les règles qui vont régir le commerce africain, c'est-à-dire les normes des échanges commerciaux, et aussi, et comprenez par là aussi les taxes et puis tout ce qui va avec, les barrières douanières, tout comme les barrières non douanières. C'est des détails que vous pouvez entrer dedans en faisant des recherches vous-même pour être plus outillé. Mais c'est de définir sur le plan continental des règles qui régissent le commerce. Aussi, de construire des infrastructures qui vont aider à faciliter le commerce. Par exemple, c'est de décider unanimement pour ce qui est de la construction des routes, par exemple. Décider pour ce qui est de la construction des voies ferrées pour le commerce. Parce que sans route, imaginez-vous le commerce, même dans nos micro-États, sans route, c'est difficile. Nous avons des villages qui sont des villages grands producteurs des matières premières, des produits agricoles, mais des fois, c'est simplement par manque de route et les produits pourrissent dans des villages. Donc, si nous voulons faire l'intégration commerciale, il est très nécessaire de faire des infrastructures d'abord qui vont aider les échanges commerciaux. C'est-à-dire qu'il faut de la route pour passer, il faut des chemins de fer pour vite passer les marchandises. Il faut même prendre des mesures pour rendre le vol moins cher, mais c'est terrible. Hein? Le vol en Afrique, c'est terrible, c'est chaotique. Comment on va échanger des biens dans ces conditions? Comment le commerçant qui se trouve, disons, au Burkina et qui veut échanger en Afrique du Sud va s'en sortir? Donc, les mesures doivent être prises à partir de là d'abord pour commencer. Et la deuxième chose, c'est que nous savons que sur le plan individuel, ce projet ne va pas aussi vite aboutir.
l'idéal serait que nos États définissent à un niveau continental, par exemple, nous savons que tout le monde aime le chocolat. Nous savons par exemple que la Côte d'Ivoire, le Ghana sont des grands producteurs de cacao en Afrique. Donc, s'il faut implémenter vraiment l'intégration commerciale, c'est de faire par exemple de la Côte d'Ivoire et du Ghana des producteurs de cacao et décider par la suite de quel pays ou de quel pays on va raffiner ces cacao pour en faire des chocolats. Une fois ces conditions réunies, il faut aussi, mais avant même d'en venir à la production, il faut déterminer la capacité ou alors le besoin de consommation en Afrique en termes de chocolat. Et aussi, il faut évaluer la production. Combien nous pouvons produire? Est-ce que ce qu'on va produire permettra de couvrir le marché africain? Si ce n'est pas le cas, ok, le manque, alors nous on va importer. Et là, cela va nous amener peut-être à dire que d'ici 3 ans, nous, on va importer le chocolat à cette quantité. Donc, nous diminuons l'importation. Et comme c'est un projet, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, on dira que c'est bon. L'Afrique ne va plus importer le chocolat. Et donc, ce secteur-là deviendra un secteur que l'Afrique contrôle totalement. Et les productions, depuis la matière première, va faire des ressources financière qui va rester entre nous. Parce que quand le producteur ghanéen produit le cacao et qu'on envoie cela, disons en Suisse, et lui il attend les barres de chocolat, ça dit, il doit travailler peut-être 5 fois plus pour avoir une barre de chocolat. Donc mieux faire ça sur place pour avoir du boulot pour les Africains et aussi gagner en valeur ajoutée. Voilà comment on peut faire l'intégration commerciale. Nous pouvons faire cela aussi dans le domaine des véhicules. Tout le monde utilise des véhicules, mais curieusement, les véhicules nous viennent toujours de l'extérieur. Donc, c'est des gâteaux, mais qui sont destinés aux pays étrangers. Mais nous savons toujours que le Nigeria a une maison qui produit des véhicules. Il y a Innocent Vehicle Motors. Moi, je suis passé par le Nigeria, j'ai vu ces véhicules de mes propres yeux, j'ai vu les policiers utiliser ces véhicules-là pour faire des patrouilles. C'est des très jolis véhicules. Et c'est fabriqué pour s'adapter à l'état de nos routes qui souvent ont des trous. Non seulement ça, mais ces véhicules ne consomment pas beaucoup. L'État du Nigeria a payé pour que la police utilise. C'est des véhicules de très bonne qualité. Allez-y sur Google, tapez IVM. Vous allez voir les véhicules là, Innocent Vehicle Motors. Au Ghana aussi, nous avons Katanka, qui est une maison de production de véhicules. C'est détenu par des Ghanéens. Donc, si on était des panafricains sérieux, si ceux qui pullulent la ville d'Addis Abeba à l'Union africaine étaient des vrais leaders, c'est que chacun de ces présidents devait au moins avoir des Innocent Vehicles, doit avoir au moins des Katanka Vehicles. Je me rappelle que Ellen Johnson Sirleaf, quand elle était présidente, elle a payé Katanka. Je ne sais pas si on lui a donné, mais elle utilisait ça. Donc, si on était vraiment sur le terrain panafricain, nos chefs d'État devaient, au moins pour les parcs publics, nous savons que nos États ont de ces longs budgets pour s'équiper en matière de véhicules. Donc, ça serait aussi d'arrêter d'importer des véhicules du Japon et de payer le truc soit au Nigeria, soit au Ghana, soit même en Ouganda, au Kenya aussi. Il y a des Kenyans qui produisent des véhicules. Mais ces chefs d'État s'en foutent royalement. Ils viennent vous faire des petits discours de panafricanisme, vous applaudissez. Mais le panafricanisme est pratique. Ça ne se résume pas seulement dans des mots, mais c'est pratique. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui détiennent le pouvoir pour nous diriger vers ce panafricanisme. Et nous ne pouvons pas arriver à ce panafricanisme sans toutefois bâtir une économie forte. Et ceci de façon collective. Ce n'est pas tout simplement le Cameroun qui de façon individuelle va faire le panafricanisme. Ce n'est pas aussi seulement le Mali qui de façon individuelle va faire le panafricanisme. Nous devons aller vers cela de façon collective. Et nos chefs d'État sont ceux-là qui doivent poser des bases pour ce projet. Malheureusement, il se trouve qu'ils ne sont pas avec nous. L'Union africaine n'est pas avec nous. Parce que quand vous lisez même les textes de l'Union africaine, vous allez vous rendre compte que depuis le début, ils disent que les frontières sont intangibles. Donc, le panafricanisme que nous voulons, la fédération que nous voulons, ne va pas aboutir. Il y a déjà une barrière à l'entrée.
J'ai juste donné des exemples concernant des véhicules, concernant le chocolat, mais il en va de même pour beaucoup de domaines qui peuvent être des domaines alimentaires. Quand on prend par exemple le Cameroun, on sait que le Cameroun produit beaucoup de maïs. Le Centrafrique a aussi une forte potentialité de production de maïs, tout comme le sud du Tchad. Nous avons le Mali aussi. Non, nous avons le Malawi aussi qui a une forte potentialité de production de maïs. Donc, le truc, c'est de décider quels pays vont alimenter l'Afrique dont elle produit. Maintenant, à l'Union africaine, comment on va dégager des ressources pour rendre cela possible. Et après, on essaie de fermer les voies aux importations. Parce que les produits, ce qui se passe à l'extérieur, c'est qu'ils produisent, mais avec des moyens énormes. Et en économie, plus tu produis, moins tu dépenses. Donc, il y a des coûts fixes qui baissent et finalement, les productions reviennent moins chères. Et quand ils envoient leurs produits sur le marché, ça prend le dessus. Et c'est là où nos producteurs locaux ont des problèmes à avancer. Donc, moi, je prône l'autarcie. Si nous voulons sortir l'Afrique de sa situation, nous devons entrer dans une sorte d'autarcie. C'est quoi? C'est-à-dire, nous avons par exemple les Africains, des jeunes Africains très brillants qui produisent les smartphones, qui produisent des tablettes. Donc le truc aussi, à un moment, c'est d'arrêter d'importer les téléphones et de faire la promotion de nos producteurs locaux. On va les pousser à améliorer la qualité de leurs produits et tout le monde consomme. Donc, dans presque tout le domaine, que ce soit des véhicules, que ce soit des chaussures, que ce soit des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, dans tous ces domaines, on va avoir des producteurs locaux qui vont vraiment avoir le temps nécessaire pour produire, pour améliorer la qualité de leurs produits. C'est quand ils auront la capacité d'affronter la concurrence internationale qu'on va maintenant ouvrir les frontières. Donc, à un moment, l'Afrique doit se refermer sur elle-même pour améliorer son économie, pour améliorer surtout sa production industrielle. Et c'est quand on serait rassuré qu'on va ouvrir les frontières. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des petits discours des Occidentaux autour de la mondialisation et les Africains, ils sont très fiers de cela. Mais quand on parle de la mondialisation ou du partenariat, en temps normal, c'est que tu as aussi quelque chose à proposer. Mais dans ce partenariat ou alors dans la mondialisation, qu'est-ce que l'Afrique propose à part avoir des matières premières et à part se laisser dépouiller gratuitement par des Occidentaux? Donc nous devons réfléchir et prendre des bonnes mesures. Il y a des sacrifices à faire. Peut-être certains vont dire, oui, tu nous as parlé des véhicules produits au Nigeria, au Ghana, est-ce que c'est de la bonne qualité, machin? Non. L'Angleterre, quand l'Angleterre commençait sa révolution industrielle, c'était pareil. L'Angleterre a fermé toutes ses frontières. Rien de l'extérieur n'entre. Cela contraint les habitants à consommer ce qui est produit localement. Ceci pendant beaucoup d'années. C'est quand ils sont convaincus de la qualité de leur production industrielle qu'ils ont maintenant commencé à libéraliser le truc, ils ont ouvert les frontières. Maintenant, quand ils ont commencé à permettre aux produits étrangers d'entrer chez eux, quand ces produits entraient, leur production prenait le dessus. Et c'est comme ça qu'ils se sont imposés industriellement. L'Afrique doit aussi faire ça. L'Afrique doit absolument passer par là pour pouvoir avoir l'autonomie économique et commerciale. Sans quoi, nous serons toujours des consommateurs des produits finis des autres et des exportateurs des matières premières. Ce qui choque le plus, c'est quoi? Le cotonculteur africain travaille pendant une année pour qu'après, il puisse juste payer 5 bouts de pain à sa femme. Et c'est fini. Parce que le morceau de tissu qu'on lui vend vaut plus que tout son travail d'une année. Encore que nous devons industrialiser le secteur agricole en Afrique. Parce que aller au champ avec la houe, faire le machin, ça ne permet même plus de nourrir une famille. Et l'Afrique en général est en train de faire le truc manuellement. Donc, c'est ce que j'ai à partager autour de l'intégration commerciale africaine. Merci et à très bientôt.